vais vous présenter ce qu'on a mis un peu dans les recommandations pour la mise en place de tout ce qui est nécessaire pour les échanges de chaleur dans les pieux et dans les parois moulées plus particulièrement. C'est là où on a le plus de retours d'expérience de mise en œuvre. Donc d'abord, qu'est-ce que la composition d'un échangeur thermique? C'est en fait des tubes en polyéthylène de diamètre compris entre 25 et 32 mm, où il y a un fluide qui circule, donc à base d'eau et de glycol le plus souvent. On peut mettre d'autres additifs. Et ce fluide, il est dans des tuyaux qu'il faut qu'on mette dans des structures béton ou métalliques et qu'il ne faut surtout pas endommager. Donc les types de structures qu'on a répertoriées, les plus utilisées, donc c'est les pieux et les barrettes. Et on avait déjà anticipé les micropieux. Les parois moulées, les radiers et fondations superficielles, et il y a d'autres structures qu'on peut envisager d'équiper, mais on n'a pas trop de retour d'expérience dessus. Donc tout ce qui est voile par passe, tranchées blindées, parois clouées, tout ce qui est en contact avec le sol. Par contre, voile par passe, tranchées blindées, parois clouées, tout ce qui est hors nappe, pose toujours le problème de l'échange et de la résistance du sol et les échanges calorifiques entre le sol et la structure. Après, pale planche, voussoir, revêtement de béton des tunnels, inclusion rigide. Et on peut envisager de mettre à peu près partout des tubes de géothermie. Après, les rendements, c'est pas forcément ça. Et l'étanchéité non plus. Donc ça, c'est un rappel un peu partout où on peut en mettre, où on peut envisager d'en mettre. On a déjà vu. Dans la recommandation, on a essayé de donner des bonnes pratiques pour ne pas endommager et la structure porteuse et la géothermie, et que ça soit compatible l'un avec l'autre. Donc on a repris les règles au niveau des pieux, par exemple. On évite de pas placer des pieux géothermiques à proximité de pieux non géothermiques pour les histoires d'efforts et pas entraîner des tractions et des compressions dans la différentes structures. Quand les pieux, par exemple, quand les équipements sont sur des structures provisoires, type pieux de grue ou qui ne servent pas en phase définitive, on peut accepter un peu ce qu'on veut dans ces structures-là. L'interaction entre les pieux et tout ça étant indépendante. Et les dispositifs qui s'appliquent à tout ce qui est pieux sont aussi applicables à toutes les autres structures, barrettes et micropieux par exemple. Donc pour les parois moulées, donc c'est des éléments de béton juste à poser, qui n'ont pas d'armature continue entre les panneaux, et qui peuvent être équipés de plusieurs cages d'armature. Et on a, pour des raisons de chantier,
on évitera on se contentera plus d'équiper avec un réseau chaque cage. On ne connectera pas les réseaux de tubes entre cages, parce que c'est infaisable au niveau mise en œuvre. Bon, ça, c'est un exemple de paroi moulée. Là, c'est pas ça. Voilà, donc vous avez une première cage avec son propre réseau, la deuxième cage avec son propre réseau de tubes, et de même pour la troisième. Et la connexion dans le réseau se fera uniquement en tête de cage, à l'extérieur. Pour les radiers et fondations superficielles, on place les tubes sous le radier ou sous la fondation, usuellement. Et il faudra éviter... faut positionner les pieux des tubes de façon à ce qu'ils ne soient pas poinçonnés par le sol, qu'ils ne soient pas esquintés lors du bétonnage du radier et qu'ils ne se soulèvent pas lors du bétonnage. Et il sera nécessaire de temps en temps de mettre une isolation entre la structure pour une meilleure efficacité thermique entre les tubes et les planchers. Bon, c'est pareil, il faudra faire attention au sol et éviter de mettre les tubes dans des terrains argileux et d'éviter les cycles séchage et humidification des sols. Donc, après, on s'est attaché plus particulièrement à la mise en place des tubes dans les cages d'armature et leur fixation et de définir aussi les positions et les espacements entre les tubes, les aciers pour un bon bétonnage. Donc on a différencié les pieux coulés en place où les tubes sont mis en place par l'intermédiaire des équipements rigides, provisoires ou définitifs, donc en principe pour les cages d'armature, par les cages d'armature ou des profilés ou des tubes, on peut les mettre qui permet une position conforme à la conception. Et quand on équipe les cages d'armature, ils peuvent entraîner des efforts, les tubes peuvent entraîner des efforts structurels, ce qu'on a vu ce matin. Donc il faut faire attention à ce que les cages qu'on met pour une résistance uniquement structurelle absorbent aussi les efforts dus à la géothermie. Et nous avons conseillé aussi d'éviter de mettre les tubes à l'intérieur des cages et de laisser au moins 15 cm entre le pied de la cage et les tubes pour éviter que les tubes soient esquintés et pour un bon bétonnage des pieux. On a aussi dans les recommandations essayé d'indiquer en fonction des diamètres des pieux le nombre qui nous semble possible de boucles. Donc pour un pieu par exemple inférieur à 40 cm, on pense qu'une boucle, on aura de mal à mettre plus d'une boucle. Et pour, par exemple, les pieux de 800, entre 800 et 1000, on pourrait mettre 4 boucles de tubes géothermiques.
Et après, en fonction des diamètres de pieux, augmenter ce nombre de boucles et rajouter une boucle pour 20 cm. Par contre, le fait de mettre des tubes géothermiques, on aura du mal à rajouter des tubes soniques ou des tubes de carottage dans les pieux. Dans les cages d'armature, on ne saura plus mettre en place l'ensemble et bétonner correctement les pieux. Donc on conseille de ne pas équiper les pieux qui sont équipés de boucles géothermiques de tubes pour les essais. Bon, ça, à voir avec les bureaux de contrôle, le choix des pieux qu'on équipe et le choix des pieux qu'on n'équipe pas. Mais bon, on ne pourra pas tout mettre dans les pieux. Au niveau des raccords des tubes entre eux, on privilégiera les boucles, et si on n'a pas de rayon suffisant de courbure des tubes, on pourra mettre des U thermosoudables pour faire les boucles des tubes. On a retenu comme rayon de courbure des tubes 20 fois le diamètre de tube. Mais ça, c'est en fonction du fournisseur et le retour des fournisseurs de tubes. Donc, à confirmer demander à vos fournisseurs de vous définir les rayons de courbure acceptables par les tubes avant de les mettre en place. Petit rappel de la composition d'une cage d'armature de pieux. Bon, elles sont faites avec des tubes, des armatures verticales et horizontales, plus des raidisseurs pour descendre les cages et des tuyaux et les tubes de contrôle. Donc, je vous ai mis un rappel de la norme des pieux forêts qui nous indique les espacements de barres et les distances de nus de barre à barre. Et ces distances-là, il faudrait les respecter aussi pour la distance entre les tubes et les barres pour un bon bétonnage. Donc si on a Donc entre nu et nu, avec un béton classique, on ne doit pas être inférieur à 10 mm. Si on prend des granulats spéciaux avec des max inférieurs à 20 mm, on a la norme nous permet de descendre à 80 mm d'espacement entre barres. Donc, pour nous, ces espacements, il faudrait essayer de sont impératifs de les garder aussi entre les tubes géotechniques et géothermie et les barres pour que les granulats puissent passer. Et essayer d'avoir des cages symétriques pour une mise en œuvre plus facile sur le chantier. Bon, ça, c'est pour les armatures transversales. Donc ça, vous les retrouvez, c'est la norme. Hein, mais bon, c'est intéressant de rappeler que la norme impose des espacements pour le bon bétonnage et qu'il faut en tenir compte pour ne pas les oublier. Si on rajoute des tubes, qu'il faut qu'on garde ces mêmes espacements.
Bon, et si on veut faire des pieux qui ne sont pas armés, on peut quand même installer les tubes géothermiques sur des systèmes de fixation rigide, type profilé métallique ou H qu'on mettrait dans le béton. Donc on a rappelé tous ces principes de distance minimale. Distance minimale donc, entre les tubes et les aciers dans la norme. Et les fixations, on a fixé aussi une règle de fixation de ces tubes pour qu'ils ne se promènent pas lors du bétonnage. Et on préfère, pour un bon enrobage des aciers, fixer les tubes sur les armatures des forts tranchants plutôt que sur les armatures longitudinales, pour privilégier l'adhérence entre la barre et le béton, et que le tube n'endommage pas cette adhérence. Donc il y a un résumé avec les espacements. Un exemple de positionnement des tubes avec, avec un espacement de 4 Dmax entre le tube et les aciers de la cage d'armature. Et dans le cas où on met les cages d'armature après le bétonnage, on a les mêmes contraintes d'espacement des barres et il est recommandé de faire un essai de faisabilité de descente des cages avant de se lancer d'équiper tous les pieux. Donc les fixations des tubes ont de préférence donc sur les armatures transversales. On donne des espacements minimaux pour mettre les ligatures ou les colliers plastiques des tubes, donc 1 mètre pour des ligatures, 1 mètre pour des ligatures métalliques, 50 cm pour des ligatures plastiques sur les aciers des forts tranchants. Bon, deux exemples de mise en œuvre de boucles. Alors là, elles sont mises en œuvre sur les barres longitudinales, mais comme il y a relativement peu de barres, on a estimé que ça n'engendrait pas des difficultés de bétonnage sur ces pieux-là, sur les deux. Et là, vous avez donc les boucles les rayons pour les boucles des tubes qui sont relativement importantes pour pas les écraser. On a fixé aussi des cotes de boucles en haut des cages pour que les boucles ne soient pas endommagées par le recépage des pieux ou des structures. Donc on préconise qu'on laisse 20 cm que la boucle soit 20 cm plus bas que le dernier cadre ou acier transversal, de façon à ce que la boucle soit protégée. Bon, après, la longueur d'équipement des cages d'armature est fonction aussi des études de transfert de chaleur. Et on équipe uniquement où c'est nécessaire. Donc, en retour d'expérience, a priori, il faut éviter les 2 premiers mètres par rapport au TN, d'après ce qui a été dit ce matin.
On a volontairement aussi gardé une marge au niveau de la base de cage de 20-25 cm, de façon à, quand on fait des pieux, qu'on coule le béton après avoir mis la cage d'armature, qu'on n'ait pas des pièges pour l'amorçage du béton là. Et quand on descend la cage, de ne pas écraser les tubes en mettant la cage en position. Les tubes, avant le coulage de béton, on recommande à ce que les tubes soient fermés pour qu'il n'y ait pas de coulis ou de laitance qui rentre à travers les tubes. Pour les parois moulées, on va retrouver les mêmes principes. Donc on a toujours les cages d'armature avec les aciers verticaux horizontaux. En plus, on a tous les dispositifs de fixation des planchers, les réservations pour tirants ou butons. Donc il faut en tenir compte. On a aussi pas mal de raidisseurs de cages pour la manutention. Et tous les tubes verticaux pour injection et les essais de contrôle. Donc il faut arriver à placer et les tubes et de géothermie et tous ces tubes de contrôle et le béton qui doit passer entre tout ça. Donc ça peut, dans certains cas, rendre très difficile la mise en place de la structure géothermique. Donc je vous ai, pareil, remis volontairement la norme d'exécution des parois moulées, qui fait aussi, elle, ressortir les distances entre les barres, les cages d'armature, hein, des barres longitudinales de 100 mm, ou de 80 si on a des granulats inférieurs à 20 mm. Donc, toujours essayer de garder au minimum cette distance aussi entre les tubes et les barres et entre les divers tubes. Et ça pour toujours avoir un bon bétonnage. Il ne faut pas oublier qu'en première utilité, c'est le pieu ou l'élément de paroi moulée qui est structurant. Et on rajoute la géothermie dessus. Donc, pareil, hein, attention au recouvrement aux zones de recouvrement de barres et à comment on fait les recouvrements, les raboutages des tubes sur des gages très longues. Les raboutages des tubes entre eux sont quand même à éviter sur chantier ou mettre des manchons prévus à cet effet thermosoudé. Donc des exemples de fixation pour les parois moulées, on recommande de fixer les tubes plutôt sur l'extérieur de la paroi moulée. On peut les mettre intérieur et extérieur, mais bon, l'échange de chaleur se fera de façon plus importante si on met les tubes à l'extérieur des cages d'armature, côté terre. Et ça permettra aussi d'éviter de percer les tubes si on est obligé de faire des scellements de barres. Et on privilégiera plutôt de mettre des manchons dans les parois moulées pour les raccorder les aciers avec les planchers, que de venir sceller des barres si on met les tubes côté intérieur de la paroi moulée, côté fouille de la paroi moulée. Dans les cas où les tubes ne remontent pas à la surface, on veillera bien à les obturer et qu'ils soient étanches.
et à les protéger dans des boîtes de réservation qui seront fixées dans la cage d'armature. Donc pour les radiers, on fera attention toujours à l'espacement des tubes de 4D max là, par rapport avec les barres HA pour un bon bétonnage. On fera attention quand on bétonne à ne pas les poinçonner et puis à lester les tubes pour éviter qu'elles remontent. Le lestage des tubes est aussi recommandé dans les cages d'armature de parois moulées et de pieux quand on bétonne après mise en place des cages pour éviter que les cages remontent et de lester les cages. Pour les cages d'armature mis en place après bétonnage, on recommande d'utiliser des bétons de classe S4, donc avec des sommes de 160 à 210 mm, pour être sûr de descendre la cage verticalement. Et pour les pieux coulés en place avec tube plongeur, il faut faire attention à ce que quand on remonte les tubes plongeurs, qu'on n'arrache pas les tubes géothermiques ou qu'on ne remonte pas la cage. Donc quelques images sur les cages d'armature de parois moulées équipées de tubes géothermie. Un exemple aussi de mise en place de tubes géothermiques sous-radiés avec un lestage des tubes Bon, après, quand recépage des géothermies, des structures géothermiques, il faut faire attention à protéger les tubes et à ne pas les esquinter lors du recépage. Vous privilégiez le recépage béton frais. Et pour les ouvrages en tête de... Bon, il y a des ouvrages des massifs de tête de pieux ou les poutres de couronnement, donc il faut veiller à la bonne étanchéité et à la bonne jonction des ouvrages et la bonne fixation des tubes sur ces ouvrages. On préconise aussi au niveau de la connexion horizontale des tubes, quand ils sortent des fondations, de mettre des grillages avertisseurs pour éviter de les endommager lors des traitements de réalisation de tranchées futures et de bien faire des plans de recollement pour quand, dans une dalle béton, on n'aille pas les percer. Donc dans la norme, vous allez retrouver après toutes les étapes de suivi et de contrôle des tubes tout au long de l'exécution des pieux. Et on a fait un qui fait quoi à chaque phase de réalisation des pieux, quand on reçoit les cages d'armature, sur chantier, avant bétonnage, après bétonnage, et tous les contrôles à réaliser, par qui, avec les PV de réception et comment. Et ça, vous le retrouverez dans la norme des recommandations. Et bon, s'il y a la reprise en cas de défection des tubes, suite à des contrôles, il faut remplacer les tubes si c'est encore possible, avant de mettre en place les cages d'armature, ou sans ça, choisir d'abandonner les pieux ou les barrettes équipées. Donc on recommande d'équiper 15%
de pieux ou de barrettes en supplément par rapport à ce qu'il faudrait pour ce qui a été dimensionné pour la géothermie. On a aussi suggéré de limiter le nombre de pieux mis en série, au cas où il y a un pieu qui viendrait à être défectueux, et pour pas que tout le champ de pieux géothermiques soit non utilisable. Bon, après, quelques exemples de tubes PEHD et de fixation dans les cages d'armature de pieux, ceux de Pinto, entre autres. Les raccords thermosoudés à la base pour faire les boucles. Et le contrôle par manomètre en tête de tube lors de la mise en place de ces structures. Voilà. Les têtes de pieux et les réservations pour ressortir les tubes. Et pareil, là, on est dans toutes les longues lignes. Voilà. Merci. Merci Nathalie. Merci pour cet exposé qui correspond à un chapitre important. Il y a un sous-groupe qui est encadré sur la mise en œuvre des dispositions constructives. On a un tout petit peu de temps pour les questions, on avait un peu d'avance, donc 2 questions très rapides. J'ai tout simplement une information à demander. J'ai vu que pour les pieux, pas mollets, donc c'est quelque chose qu'on connaît. Donc pour les tunnels, donc pour les voussoirs, donc est-ce que c'est un dispositif qu'on fait derrière ou à l'intérieur du voussoir, et l'impact sur la réalisation du voussoir du tunnel. Et la deuxième qui est un petit peu étonnée, c'est qu'on peut mettre ça dans les pales planches. Et je veux savoir s'il y a des exemples pour ça. Pour les tunnels, on en parle de plus en plus d'essayer de mettre des tubes dans les voussoirs. Moi, il me semble très difficile de les mettre en place dans les éléments béton. Ça, c'est pas le problème. On sait les mettre en usine et tout, quand on les fabrique, on sait les mettre en place. Moi, ce qui pose énormément de problèmes, c'est comment on connecte les éléments entre eux. Parce que les voussoirs, ils font 1,50 m, 1,80 m, voire 2 mètres de long, et c'est souvent des 6 ou 7, un anneau est composé de 6 ou 7 voussoirs. S'il faut qu'on ressorte des connexions à chaque élément de voussoir, je ne vois pas, on ne construira pas le Grand Paris à la date de livraison demandée. C'est un énorme travail, dont on en parle. Il y a des recherches à faire sur ces connexions, mais c'est très difficile. Pour les tunnels tradis, il n'y a pas le souci, parce qu'on les met dans le béton de revêtement, et on n'a pas le problème de connexion, du nombre de connexions à mettre en place. Mais bon, alors il y a des systèmes, ils appellent ça géostructure, mais en fait, c'est pas pour moi, c'est pas des géostructures au sens de la recommandation. C'est qu'ils veulent mettre des tubes dans les bétons de rechargement des tunnels du Grand Paris, mais c'est plus un échange sol géothermie, mais en fait, on arrive à faire une pompe à chaleur, donc pour moi, ça ne rentre pas dans les recommandations. Pour les pales planches, on peut s'en servir, mais bon, il n'y a pas eu de recueil d'expérience, à ma connaissance, de fait dessus.
faut souder des tubes et accrocher les tubes sur les pales planches et les descendre sans les esquinter au niveau de la vibration avec la pale planche. Donc après, c'est en fonction des sols et on ne doit pas pouvoir le faire dans n'importe quel sol pour une mise en place. Concernant les voussoirs, il y a quelques projets en Europe qui se sont faits pour équiper les jeteurs en voussoirs. Et en fait, les voussoirs sont connectés en série. On a un certain nombre de voussoirs avec création d'encoches. On a une connectique entre plusieurs voussoirs et on équipe 50 mètres, 100 mètres de tunnel comme ça, qui limite le nombre de tubes à collecter dans le tunnel. En fait, tout ça, c'est trouvé derrière sous la plateforme, enfin sous le, on va dire le remblai où on va avoir les rails qui sont souvent du béton. Donc on va avoir réellement on va avoir une connectique tous les 10-15 mètres parce que tous les voussoirs sont raccordés ensemble. Oui, mais les tubes ne sont pas dans les voussoirs. Si. En fait, vous avez les comment vous montez vos voussoirs? La connexion entre tous les voussoirs? En fait, ils créent des réservations dans chaque voussoir qui viennent se connecter. En fait, il y a... Oui. Et ils sont faits dans des parties du voussoir. Oui, non, mais c'est ça, c'est le problème de l'étanchéité de ces connexions. Vous avez des petites boucles et vous avez oui, après, une énorme quantité de connexions et tout. Donc, ça prend du temps, et deux, il faut que ça soit parfaitement étanche. Sur les projets qui se sont faits en Europe, a priori, c'était pas trop ça le problème. Mais en effet, après, même dans les systèmes de pieux, vous avez 150 pieux, ça va vous faire beaucoup de linéaires de raccordement pour raccorder tous ces pieux. Donc, ça revient à peu près au même, il y a le même sujet. Après, il y a d'autres. Sauf que les. Après, moi, je parle. En fait, si vous voulez, les entreprises qui ont fait les opérations en Europe ont développé un raccordement qui ne l'est pas, avec des mises en étanchéité raccordement en moins de 2 minutes. Par voussoir, en moins de 2 minutes, ils ont raccordé 2 voussoirs ensemble. C'est comme ça qu'ils le vendent. C'est comme ça qu'ils le vendent, mais à ma connaissance, au niveau des voussoirs, il y en a eu très peu de faits. On parle de tunnels et des équipements dans les tunnels, mais c'est plus du tunnel tradi que dans les voussoirs. Après, il y a des exemples en Italie où ils ont équipé le béton de rechargement en tube. Mais après, c'est un échange de chaleur entre l'air du tunnel et les tuyaux. Donc, c'est plus de la géostructure, mais c'est une pompe à chaleur classique, je dirais. Le sol n'intervient plus. Il y a les deux structures. Il y a en effet en position projetée. Moi, je vous dis juste en référence, il y a quelques opérations en Europe qui se sont faites. Alors, je crois que c'est en Allemagne, je crois, où il y a eu du voussoir équipé. Après, il n'y a pas eu, c'est pas 200 mètres de voussoir équipé, c'est des longueurs de 20-30 mètres de tunnel. Après, ça, dans tout le problème, quand vous avez 150 pieux ou quand vous n'avez pas renouvelé sur une gare en Paris, vous allez avoir énormément d'interfaces. Et juste ma question, c'est au niveau de la préconisation d'équiper sur les pieux ou peut-être les parois, les tubes géothermiques à l'extérieur des cages. Oui. Mémoire qui se fait souvent, c'est à l'intérieur. Est-ce qu'on a suffisamment Non, pas à l'intérieur des cages, à l'intérieur des cages, mais côté extérieur des parois moulées, côté terre des parois moulées. Mais on les met à l'intérieur des cages. Mais côté terre plutôt que côté fouille, parce que côté fouille, vous avez moins d'échanges thermiques et vous avez plus de chances de les perforer. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais juste une question par rapport à une des recommandations que vous avez données pour les pieux énergétiques. Quand vous avez suggéré de les placer tous à côté les uns des autres et disons de les différencier par rapport à des autres pieux plus conventionnels qu'on pourrait avoir. Je vous pose cette question parce que je vois ce point critique peut-être pour deux raisons. La première, c'est au niveau mécanique. Le plus les pieux ils vont être proches les uns des autres, plus d'interactions mécaniques on va avoir et du coup plus
la déformation moyenne du sous-groupe va augmenter. Du coup, c'est pas forcément bien. Mais aussi d'un point de vue thermique, parce que clairement, on va avoir des interférences thermiques qu'on n'aurait pas peut-être dans une... si on pouvait les mettre plus éloignés. Et alors que l'impact de ce sous-groupe de pieux sur les autres pieux à côté pourrait être plus important, même au niveau mécanique. Du coup, je voulais avoir votre avis sur ça, pour la raison pour cette recommandation. Déjà, les pieux, on les considère, on les a tous, la norme considère qu'ils sont à au moins 3 diamètres d'espacement. Donc, au niveau du sol, on n'a quand même pas, vis-à-vis du sol, il n'y a pas d'effet de température dans le sol. Sur les interfaces entre les puits, on considère en 3 diamètres. Et après, c'était si on veut panacher entre pieux équipés en géothermie et non, il faut faire des calculs quand même plus en modélisation 3D et tout, comme vous a présenté Richard, pour voir vraiment toutes ceux qui passent en traction, ceux qui passent en compression. S'ils sont tous avec à peu près les mêmes charges et qu'ils travaillent tous de la même façon, on a moins de calculs compliqués à faire et ils se déforment de la même façon. C'était dans ce sens-là. Que finalement, même on doit les faire. On pourrait peut-être gagner beaucoup plus au niveau énergétique. Mais bon, c'est OK. Merci. Ce qu'il y a, c'est que c'était pour un peu éviter cette recommandation d'équiper plus une zone et pas faire du panachage, était plus pour éviter justement tous les calculs très compliqués de répartition d'efforts dans la structure. Okay. Donc c'était en première approche. Après, si on veut aller plus loin, on fait des calculs 3D en rentrant tous les éléments. Une dernière question. Merci. Et puis c'est une question qui va faire le joint entre en fait l'exposé qui vient d'être fait et puis le suivant. Ça m'arrive d'être expert auprès des tribunaux. Et la question de fond que je voulais poser, c'est à qui appartiennent les calories que vous êtes en train d'essayer de rechercher dans le sol? À qui appartiennent-ils ces calories? Quand on voit votre première diapo, il y avait un encombrement urbain fantastique, et vous avez dit on peut mettre des géostructures énergétiques partout. Certainement pas. Certainement pas. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, parce qu'il va y avoir des contentieux à la clé qui vont être assez sévères, et ça va être la même chose pour le Grand Paris. Il faut faire attention, je cherche à prendre des calories quelque part, mais ils appartiennent à qui ces calories? C'est ce qui a la réponse. Elle a un peu été présentée ce matin par Yvon. À l'heure actuelle, il n'y a pas de réglementation et il n'y a pas de règle à qui appartient les calories. C'est le premier qui met, qui est en espérant que le voisin n'en mettra pas, qui sera le premier servi. Et il n'y a pas, dans ces structures, par rapport à la vraie géothermie profonde, il n'y a pas nécessité de déclarer à aucun organisme qu'on équipe les pieux. Ça me rappelle la naissance des pompes à chaleur sur Lyon. Donc quelqu'un s'installait, il mettait une pompe à chaleur au haut quelque part. Puis après, il y a le voisin qui voulait s'installer, qui voulait aussi mettre une pompe à chaleur au haut. Et après, il y avait un conflit devant le tribunal parce qu'il y avait conflit d'intérêts. Là, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune législation, on veut en mettre partout, et il n'y a aucune législation sur qui appartient à quelle calorie.